suis anesthésiste à la clinique de la Sauvegarde à Lyon et on m'a demandé de parler de l'anesthésie et du dopage. Donc je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. Donc moi j'aime bien le sport mais je me dope pas. Et malheureusement aujourd'hui le dopage c'est relativement fréquent. Voilà, je vais surtout vous faire un peu de culture générale sur le dopage. En anesthésie on en a déjà bien parlé, je reparlerai un peu des points les plus spécifiques. Aujourd'hui, vous savez que le dopage, il y a différentes formes de dopage. On a autant du dopage dans le monde professionnel avec Lance Armstrong qui avait été démasqué en 2004, où là, c'est du dopage qui est à l'échelle individuelle et du groupe. On a du dopage à l'échelle étatique en Russie, au Kenya, où là, il y a carrément des instances gouvernementales qui vont tout faire pour optimiser les patients avec des substances illicites. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui vont dans les salles de sport et qui en fait eux vont se droguer, se shooter aux stéroïdes anabolisants et qui peuvent poser de vrais problèmes en aigu comme au long cours. Donc la fréquence du dopage, c'est très variable. Donc moi, mes sources, c'est aussi l'équipe comme pour Sébastien. Ça peut varier de 6% jusqu'à 25% dans les salles de sport. Pour les sportifs de haut niveau, on a entre 10 et 15%, mais c'est très variable, ça dépend des sports, ça dépend comment on détecte tout ça. Ça peut monter jusqu'à 44% des compétiteurs en compétition. Mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 3-4 mois, il y avait une course amateur de cyclisme. Et puis, ils ont appris qu'il y avait un contrôle antidopage à la fin et plus de la moitié du peloton a abandonné, encore en 2025. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fréquent. D'autant plus fréquent qu'on a un accès maintenant facile, très facile aux produits par Internet. Donc, on va pas du tout, enfin, avec beaucoup de réseaux sociaux qui font qu'en fait, on va pouvoir avoir son supermarché à domicile et on va pouvoir recevoir un peu ce qu'on veut, plus ou moins influencé par justement les influenceurs qui vont nous dire ce qu'il faut prendre. Ça concerne quand même tous les sports, notamment par exemple les alpinistes, hein, où maintenant on propose d'inhaler du xénon quelques jours avant l'ascension de l'Everest pour essayer d'augmenter le taux d'hématocrite par l'érythropoïétine et de pouvoir monter l'Everest en 7 jours. Donc vous voyez, ça touche vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Alors, qu'est-ce que le dopage? Globalement, le dopage, c'est l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif. Il y a d'autres définitions qu'on va voir plus tard, mais en gros, il faut qu'il y ait, pour que ce produit soit inscrit sur la liste antidopage de l'Agence mondiale antidopage, il faut que ça puisse améliorer la performance sportive, qu'elle soit contraire à l'esprit sportif, et puis que ça puisse entraîner un risque pour le sportif. Donc, il faut au moins 2 de ces conditions sur 3 pour que cette substance soit mise sur la liste antidopage. Chez le sportif de haut niveau, il y a d'autres règles. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, là, il y a un athlète qui a été suspendu, tout simplement parce que lui, il n'a pas répondu aux règles de no-show. Le no-show, en fait, c'est de devoir se localiser tous les jours à une heure précise pour que éventuellement il puisse être contrôlé. Donc par exemple, moi je suis un sportif de haut niveau en athlétisme, demain à 6 heures, je vais dire que je suis à Perpignan, à l'hôtel Dali, et là je pourrais éventuellement avoir un contrôle antidopage. Et si les sportifs ne le font pas, en fait, eh ben, ils peuvent être considérés comme dopés. Donc il y a pas mal de cas. Il y avait aussi Mehdi Frère, un marathonien au JO 2024 qui a pas pu faire les JO 2-3 mois avant parce qu'il avait eu 3 no-shows et donc c'est suspect de dopage. Donc en fonction des administrations, des pays, des agences sportives, bon, on va avoir des règles qui peuvent être un peu différentes pour considérer que que le sportif est considéré comme dopé. Et puis encore, on a aussi des règles qui peuvent changer au cours du temps. Par exemple, les infiltrations de corticoïdes étaient tolérées jusqu'en 2022. Depuis, elles sont interdites. Les infiltrations d'anesthésiques locaux. Pour l'UCI, l'Union cycliste internationale, il est interdit d'avoir des infiltrations de quelques produits que ce soit. Par contre, au tennis, avec l'Agence mondiale antidopage, on peut encore faire des infiltrations d'anesthésique locale. Il y avait tout un cas en 2022 sur Nadal qui avait, pour son syndrome de Müller-Weiss, qui avait eu des infiltrations de xylocaïne ou de ropivacaïne, je ne sais plus, pour pouvoir jouer au tennis. Et ça, il a encore le droit. Donc, face au dopage, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien,
il y a différents produits et il y a des produits qui vont être interdits en permanence, des produits qui vont être interdits en compétition et puis quelques produits qui vont moins nous embêter pour notre pratique anesthésique, qui vont être surtout dans les sports de dextérité, les sports d'adresse, comme les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, je pense qu'on sait les gérer, donc ça va moins nous embêter. Et comme l'a dit également Sébastien, parmi tous les médicaments interdits, eh bien, il y a quand même des médicaments qui peuvent bénéficier d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Par exemple, le diabétique, il a le droit de prendre de l'insuline et il va avoir donc cette AUT pour pouvoir se traiter. Alors que d'autres médicaments pourront être aussi interdits en compétition, mais ne le seront pas forcément en période hors compétition. Vous avez en fait toute une liste sur le site, vous tapez le nom du médicament et le sportif peut voir s'il a le droit ou pas d'utiliser le médicament, s'il a besoin d'une AUT et s'il peut l'utiliser en compétition ou hors compétition. Donc c'est relativement bien fait. Il y a même une ligne téléphonique, moi je les ai appelés. En fait, on peut leur demander, ils répondent, ils sont assez disponibles. Alors en anesthésie, est-ce qu'on peut avoir des cas graves en anesthésie? Ben, si on regarde un peu les journaux, oui, ça peut arriver. Voilà, j'ai trouvé quelques cas, et notamment surtout en culturisme, en bodybuilding, où on a des cas de décès en opératoire sur des chirurgies à risque faible, puisque là c'était de retirer des glandes sudoripares. Et on a une patiente qui est décédée en plein acte chirurgical. Elle avait pris plusieurs substances dopantes et elle est morte au bloc opératoire. Donc les populations ciblées, on l'a vu, c'est les professionnels et les amateurs. Il faut pas voilà, il faut tout regarder. Après, d'un point de vue pratique, je pense qu'il faut surtout se méfier des sports où il y a une prise de masse, hein, comme le culturisme, les salles de sport, où là on va avoir tendance à prendre certaines substances qui ont des vraies conséquences pour l'anesthésie. Plus, je dirais que les sports d'endurance, où finalement on va surtout avoir des problèmes de gestion de la pharmacodynamique, de la pharmacocinétique, mais moins problématiques. Après, il faut se méfier parce que on sait très bien que les sportifs d'endurance prennent aussi des stéroïdes anabolisants et qu'il y a très très souvent des mélanges. On peut répartir les substances dopantes en fonction de leur pharmacodynamique, pardon, avec l'amélioration des transporteurs en oxygène, les substances anabolisantes qui vont nous permettre de prendre de la masse musculaire, les stimulants, les anxiolytiques, les analgésiques, et alors un moindre problème, parce que c'est pas forcément considéré comme du dopage, les substances nutritionnelles, enfin tous les produits de nutrition. Nous, en tant qu'anesthésiste, je pense qu'il faut être particulièrement attentif à deux catégories de médicaments. C'est d'abord les stéroïdes anabolisants, toutes les substances anabolisantes qui vont favoriser la prise de masse musculaire, et puis tout ce qui est stimulant, amphétamine, caféine, cocaïne et compagnie. Donc attention à ce profil de patient plus qu'aux sportifs d'endurance. Donc je vais faire un petit focus sur les stéroïdes anabolisants, sur les substances anabolisantes qui ont un effet testostérone-like. L'objectif, c'est de prendre de la masse, musculaire, avoir de l'hypertrophie musculaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a des conséquences chroniques absolument catastrophiques. Il y a énormément de cas de bodybuilders qui sont morts jeunes. Pourquoi? Sur le plan musculaire, ça entraîne des rhabdomyolyses, des ruptures tendineuses, mais ça entraîne des gros troubles psychiatriques avec de l'agressivité, des dépendances à d'autres médicaments, des dépendances sexuelles, des dépressions, des paranoïas, des personnalités borderline. Il y a pas mal de littérature là-dessus. Des troubles neuroendocriniens avec des azoospermies, des hypogonadismes, et des troubles hépatiques importants avec des cytolyses, des cholestases, des carcinomes hépatiques. Et enfin, des problèmes cardiovasculaires avec des coronaropathies qu'on peut avoir plus précocement, des AVC ischémiques et des cardiomyopathies en cas de prise chronique. Donc ce sont des médicaments des substances extrêmement dangereuses. Alors, pour les spécificités pour l'anesthésiste, je me focalise justement sur ce profil, sur morphotype. Bien sûr, ça va être la gestion de l'airway. Vous imaginez bien qu'il y a un risque il faut rechercher facilement un SAOS. Vous allez avoir
peut-être du mal à le ventiler et à l'intuber. Pourquoi? Parce qu'il a un coût énorme, il a une distance thyroventriculière qui est souvent faible à cause de l'hypertrophie des deltoïdes et des trapèzes. Ils ont des hypertrophies aussi de la langue, qui peut être très gênant pour l'intubation. Donc là, il y a un warning sur l'oxygénation et la préoxygénation. Il a été dit également avant qu'ils ont, avec leur masse musculaire, ils ont des compliances thoraciques qui sont abaissées. Donc des difficultés même à une ventilation mécanique. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc en consultation d'anesthésie, il faut savoir éventuellement détecter ces prises chroniques de médicaments pour ne pas hésiter, même chez les patients entre guillemets ASA1, à faire des bilans hépatiques, cardiaques, rénales, au moins un ECG et un ionogramme complet. En péropératoire, on peut avoir différents profils, mais souvent on va être confronté à des patients qui vont avoir des augmentations des besoins en anesthésique, et parfois même des résistances occurraires. Donc vraiment, ce qui est très important chez eux, je pense, c'est le monitorage de la sédation, monitorage éventuellement de l'analgésie pour les anesthésies générales et monitorage de la curarisation. Enfin, localement, on peut avoir des problèmes liés à la masse musculaire avec des points de compression, des relargages de potassium en cas de garrot qui peuvent être relativement gênants. Enfin, en post-opératoire, chez ces patients qui sont parfois un peu borderline, on peut avoir des hétéroagressivités qui sont importantes, avec des cas, j'ai lu des cas d'OAP à pression négative, pour ça que certains proposent des extubations sous clonidine, des agitations importantes, des syndromes de sevrage qu'on peut voir arriver assez vite, et une consommation des besoins en analgésique un petit peu supérieure, notamment chez les patients qui sont sous narcotiques au long cours ou qui sont sous amphétamine. Alors un petit mot sur l'hyperthermie maligne, parce qu'il a été décrit récemment 2 cas sur le fait que peut-être que les stéroïdes anabolisants pourraient favoriser l'hyperthermie maligne. Un premier cas d'un patient de 34 ans qui en est à sa 5e anesthésie générale, qui prend régulièrement de la testostérone, qui a une procédure longue de chirurgie mandibulaire et qui en fait va présenter des symptômes d'hyperthermie maligne avec une hypercapnie, une hyperthermie, une hypotension, une acidose métabolique avec hypercalémie. Le patient, lui, va avoir du dantrolène très rapidement, passage des halogénés à du propofol en IV, et malheureusement, en fait, au décours, il va rapidement présenter une défaillance multiviscérale et il décédera. Il a un variant génétique RIR1 qui est positif, et chez son père, on détectera un test in vitro de contracture musculaire positif également. Un deuxième cas un peu similaire, où un jeune homme de 43 ans qui est sous nandrolone au long cours, qui en a sa 3e anesthésie générale, il présente également des symptômes d'hyperthermie maligne. Lui, il va pas avoir de dantrolène, il va récupérer relativement bien, il va avoir un test de contraction musculaire positif in vitro, mais ils ne mettront pas en évidence de gène variant RIR1. L'idée, en fait, c'est que les stéroïdes vont augmenter la concentration, vont avoir un effet testostérone-like, plutôt pas vraiment une augmentation de la concentration, mais un effet testostérone-like, vont favoriser l'hypertrophie musculaire avec augmentation du calcium intramusculaire, et donc augmenter en fait cette sensibilité aux halogénés du muscle. Ça peut être aussi favorisé par une activité intense physique la veille. Voilà, c'est des hypothèses. Alors sur les autres substances stimulantes, il y a les amphétamines et la cocaïne. La cocaïne, ça donne des syndromes sympathiques avec hypertension, tachycardie, troubles du rythme. Au long cours, les amphétamines peuvent entraîner des crises convulsives, des syndromes sérotoninergiques et voire même des déplations en catécholamine. C'est-à-dire que chez les patients prenant des amphétamines au long cours, il a été décrit en fait qu'il y a une plus grande sensibilité à l'anesthésie et on peut avoir des cas d'hypotension réfractaire. Concernant la cocaïne, il a été proposé un peu comme la clonidine pour le sevrage, de la dexmédédomidine dans les syndromes d'hyperexcitation sympathique pour essayer de limiter tous ces effets. Ça a été proposé. Donc, est-ce que ce serait une piste en anesthésie? J'ai bien sûr pas la réponse, mais ça peut être intéressant. Un bref mot sur le PO. Aujourd'hui, avec tous les tests, on n'arrive plus du tout à 60% d'hématocrite. Ils savent beaucoup bien mieux faire que nous, donc ils arrivent à rester autour de 50%. Et là, ce sera des règles classiques de lutter contre l'hypovolémie, lutter contre une hématocrite élevée, discuter une prévention de la maladie thromboembolique. On peut avoir des accès hypertensifs et des hypercalémies, mais ça, je l'ai vu dans les livres, pas forcément en pratique. Un mot très rapide aussi sur le cannabis, qui est considéré comme un dopant.
Ça entraîne des interactions psychiatriques et dysautonomiques relativement importantes. Et on va avoir une tolérance beaucoup plus importante aux agents anesthésiques, où là, encore une fois, le message clé, ça va être de monitorer la sédation, monitorer l'analgésie en cas d'anesthésie générale. Est-ce qu'il y a une prise en charge un peu plus spécifique? Moi, je rejoins chez ces patients-là qui sont vraiment à risque. Je rejoins l'idée d'aller le plus possible vers l'anesthésie loco-régionale, au moins coupler l'AG avec l'ALR pour avoir une charge médicamenteuse un peu plus faible. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire de la dexmédétomidine? Possiblement, je pense. Ne pas hésiter à faire de l'hémisuccinate en cas de prise au long cours de corticoïdes, mais ça c'est valable aussi pour nos patients. Et je n'ai pas trouvé de contre-indication ou d'indication préférentielle à faire de la kétamine chez ce type de profil de patient. Donc en conclusion, l'idée c'est d'anticiper en fonction du morphotype qu'on va avoir en face de nous, de détecter des profils psychiques un peu particuliers avec des conduites addictives, de détecter une prise chronique de ces substances qui vont nous imposer de bilanter un petit peu ces patients au niveau ionique, au niveau rénal, hépatique, au niveau, faire un ECG facilement. Et puis d'informer les patients d'un sur-risque périopératoire, parce que ça c'est quand même décrit. Il y a un vrai risque, donc il faut leur dire, et donc d'insister sur le bilan. En péropératoire, j'insiste sur le risque pour les patients, pour les sportifs de force, le risque de l'intubation, le risque pour l'airway, de monitorer la sédation et la douleur, et en post-opératoire, de se méfier d'un syndrome confusionnel et d'un syndrome de sevrage rapide au décours dans les jours qui suivent. Il a été encore une enquête de l'équipe qui montrait qu'il y avait énormément de sportifs qui étaient accros aux antidouleurs. Par exemple, le cas de Justine Hénard en tennis qui a arrêté le tennis parce qu'elle n'en pouvait plus de prendre des antidouleurs et d'avoir mal. Voilà, je vous remercie.